Amis des mesures positives, bien le bonsoir. Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 5 de la feuille de TD numéro 10 de votre cours d'intégration. Et plus spécifiquement, il va s'agir de démontrer le théorème dit de Fatou. Ce théorème dit la chose suivante. Si j'ai une suite de fonctions fn toutes mesurables à valeur dans R bar, et que je suppose, d'une part, je suppose qu'il existe une fonction g intégrable telle que pour chaque n, fn en valeur absolue est majoré par g mu presque partout, alors j'obtiens un résultat qui va vous rappeler un peu la convergence monotone, puisqu'il s'agit d'un résultat d'interversion de limite intégrable. Donc le premier point, c'est que dans ce cas-là, la limite inférieure de la suite fn est intégrable, et l'intégrale de sa liminf est majorée par la liminf des intégrales de fn des mu. Remarquons qu'ici, l'intégrale de fn des mu existe, parce que fn est majorée en valeur absolue par une fonction intégrable, et donc vous avez un théorème dans votre cours, qui chez moi est le 5.1.13, qui vous dit que dans ce cas-là, fn elle-même est intégrable. Donc on a bien le droit de considérer l'intégrale sur x de fn par rapport à des mu. Et on peut regarder la liminf de la suite de réels, intégrale sur x de fn des mu. Et le deuxième point, c'est la même chose mais avec la limite supérieure. Donc la fonction lim_sup de fn, elle aussi, elle est intégrable sur x par rapport à la mesure mu, et son intégrale est plus grande que la lim_sup des intégrales de chacune des fn. Donc il va s'agir de démontrer ça. Et pour ça, on va introduire pour tout n la fonction in de x qui est l'inf des fp de x pour p supérieur ou égal à n. Donc pour tout n dans grand N, on note in, la fonction qui a x dans grand X, associe l'inf des fp de x pour p supérieur ou égal à n. La première chose qu'on veut démontrer, c'est que la suite in, elle converge simplement sur x. Autrement dit, on veut montrer que pour tout x dans grand X, la suite in de x est convergente dans R bar. Donc pour chaque x, in de x, c'est une suite de R bar, et on se demande si elle est convergente. Bon là, j'ai pas des masses d'informations. Le seul type de suite dont je sais qu'elle converge automatiquement dans R bar, c'est les suites monotones. Du coup, ça m'arrangerait vachement si in pouvait être monotone. Or, in, pour chaque n, c'est le l'inf de cet ensemble-là. Fp de x pour p supérieur ou égal à n. Et du coup, pour comparer in et in plus 1, il faudrait que je regarde d'autre part l'ensemble des fp de x pour p supérieur ou égal à n plus 1. Et ce qu'on observe ici, c'est que l'ensemble des fp de x pour p plus grand que n plus 1, si p est plus grand que n plus 1, en particulier, il est plus grand que n. Donc fp de x pour p plus grand que n plus 1, c'est inclus dans fp de x pour p plus grand que n. Or, dans R bar, si vous avez un ensemble A inclus dans un ensemble B, son inf, donc ici c'est ce qu'on a appelé in plus 1 de x, il est supérieur à l'inf de B, donc ici l'inf de cet ensemble fp de x pour p supérieur ou égal à n, qu'on a appelé in de x. Donc in de x est une suite croissante de R bar, et donc elle converge dans R bar.
Et du coup, puisque in de x converge pour chaque x, ça nous dit que la suite de fonctions in converge simplement. Et là, on ne nous le demande pas, mais par définition, vers quoi ça converge ce truc-là? Ça converge vers la fonction qui à x associe la limite quand n tend vers plus l'infini de l'inf pour p plus grand que n de fp de x. Et on a dit que in était une suite croissante, donc sa limite, en fait, c'est son sup. Donc ici, en fait, j'ai sup de un de x qui est égal à sup sur les n de l'inf pour les p plus grand que n de fp de x. Et ça, si vous retrouvez vos anciens cours de L2, vous remarquerez qu'en fait, c'est exactement ce qu'on appelle la limite inférieure de la suite fn de x. Et ça, c'est dans R bar. Donc en fait, in, elle converge simplement vers la fonction liminf de fn. Et en plus, elle est croissante. Et donc là, si vous avez étudié les exercices précédents du même TD, une suite croissante de fonctions mesurables qui convergent, ça a l'air plutôt bien parti pour échanger des limites et des intégrales, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'on va vérifier. La deuxième chose qu'on doit démontrer maintenant, c'est que pour tout n, valeur absolue de un est majorée par g, mu presque partout sur x. Alors comme on sait déjà que valeur absolue de fn est majorée par g, on a l'impression que si on prend un inf, bah, a fortiori, ça va très bien se passer, quoi. C'est vrai, mais pas tout à fait, parce que là, ce qu'il faut observer, c'est qu'on n'a pas fn inférieur ou égal à g pour tout x, on a fn inférieur ou égal à g, fn en valeur absolue inférieur ou égal à g, mu presque partout. Et du coup, pour chaque n, on a éventuellement un ensemble négligeable où fn est strictement supérieur à g. Et donc, on ne peut pas dire tout de suite que pour tout x, in de x est plus petit que g en valeur absolue. D'un autre côté, c'est pas de ça dont on a besoin, on a juste aussi besoin de montrer que c'est vrai mu presque partout. Donc c'est à ça qu'il va s'agir de faire attention, de passer de ce mu presque partout là à celui-ci. Donc je vais donner un nom aux ensembles qui sont déplaisants mais de mesure nulle, enfin déplaisants mais négligeables, ceux où j'ai pas la majoration de fn de g par fn, de fn par g. Autrement dit, pour tout entier p, on va noter EP, l'ensemble des points, tel que quoi? Tel que fp de x est strictement plus grand en valeur absolue que la fonction g de x. Donc ce qu'il faut remarquer ici, c'est que puisque fp est mesurable, du coup valeur absolue de fp aussi, et g est mesurable, puisque g est intégrable, donc pour tout p, EP, il est mesurable. Vous vous rappelez, on avait déjà fait ce genre de raisonnement dans le TD précédent. EP, ça va être l'image réciproque de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par la fonction valeur absolue de fp moins g, et celle-là, elle est mesurable. Donc comme précédemment, on va pouvoir montrer que EP est dans l'attribut t sur x. Et ça vient du fait que fp et g sont mesurables, positives, sur xt. Donc vous vous rappelez, il faut faire un petit peu attention pour les cas où fp et g seraient égaux à plus l'infini. Donc c'est encore une fois des raisonnements qu'on avait déjà étudiés la dernière fois, on ne va pas s'attarder dessus.
EP, donc c'est l'image réciproque par la fonction fp-g de 0 plus l'infini. Et ça appartient à t. Puisque cette fonction-là, à une vache près, elle est mesurable. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici, n'hésitez pas à demander si vous avez un doute. Et d'autre part, on sait que fp de x en valeur absolue, elle est inférieure ou égale à g de x presque partout. Donc ça veut dire que EP est négligeable. Dire que la propriété fp inférieure ou égale à g est vraie presque partout, ça veut dire que l'ensemble des points où elle n'est pas vérifiée, que j'ai appelé EP, est négligeable. Et donc j'ai un ensemble qui est mesurable et négligeable, donc je peux calculer sa mesure et ça fait 0. Et du coup, moi, je vais m'intéresser à IN, qui est l'inf sur tous les p supérieurs ou égal à n de fp de x. Donc je vais vouloir que pour tout p supérieur ou égal à n, fp de x soit majoré par g. Donc ça, c'est pas vrai partout, mais par contre, ça va être vrai sur l'ensemble suivant. Fn, qui va être l'union... Pardon, ça va être vrai partout, sauf sur l'ensemble suivant, qui est l'union des EP, pour p supérieur ou égal à n. Donc soit n un entier, et soit Fn l'union pour p supérieur ou égal à n des EP, alors Fn est négligeable, puisque c'est une union dénombrable d'ensemble négligeable. Donc chaque EP est lui-même négligeable, donc Fn aussi. Et de plus, pour tout p supérieur ou égal à n et pour tout x qui n'est pas dans Fn, on a justement enlevé les éléments tels que valeur absolue de fp était pas majoré par g, donc pour tout élément x qui n'est pas dans Fn, si p est supérieur ou égal à n, fp de x en valeur absolue, c'est plus petit que g de x. Autrement dit, fp de x est compris entre moins g de x et g de x. Donc ce que ça me dit, c'est que, en particulier, c'est vrai pour p égale n. Donc in de x, qui est l'inf sur tous les p supérieurs ou égal à n de fp de x, il est en particulier plus petit que fn de x, qui est plus petit que g de x. Et d'un autre côté, moins g de x est donc un minorant de l'ensemble des fp de x pour p supérieur ou égal à n, puisque cette inégalité est vérifiée pour tout p supérieur ou égal à n. Et puisque l'inf, c'est le plus grand des minorants, on en déduit que in de x est également supérieur ou égal à moins g de x. Donc in de x est plus grand que moins g de x, plus petit que g de x.
Donc pour tout x dans x privé de fn, in de x, en valeur absolue, c'est plus petit que g de x. Comme fn est mu négligeable, ça me dit que in est inférieur ou égal à g, mu presque partout, sur x. Et c'est bien ce qu'il me fallait. On va maintenant en déduire que l'IMINF de Fn est intégrable. Pourquoi ça c'est vrai? Alors, l'IMINF de Fn, on avait déjà obtenu que c'était la limite simple de la fonction in. On a dit que in était majoré par g pour tout petit x qui n'était pas dans Fn. Donc si je veux une inégalité comme ça vraie pour tout n, il faut qu'elle soit vérifiée en dehors de l'union des Fn. Donc c'est encore cette histoire de faire attention à ce que ça veut dire ici, mu presque partout. Donc si je note f, c'est l'union sur tous les n de Fn, alors f est mu négligeable, puisque c'est une union dénombrable d'ensemble mu négligeable, chaque Fn est mu négligeable. Donc f lui-même est négligeable. Et pour tout x qui n'est pas dans f, pour tout n dans n, in de x est inférieur ou égal à g de x. Mais du coup, par passage à la limite, d'après ce qu'on a dit à la question 1, on obtient que la liminf de fn de x elle est majorée par g de x. Puisqu'on a obtenu encore une fois à la question 1 que in de x, ça tend vers liminf de fn de x quand n tend vers plus l'infini. Et ça c'est vrai pour tout x dans grand X privé de f. Autrement dit, la fonction liminf de fn, elle est majorée en valeur absolue par une fonction intégrable mu presque partout. Et encore une fois, vous avez ce théorème 5.1.13 qui vous dit que si vous avez une fonction mesurable majorée en valeur absolue par une fonction intégrable mu presque partout, alors cette fonction est elle-même intégrable. Donc, puisque l'IMINF est mesurable, ça c'est quelque chose que vous avez vu il y a fort longtemps, et G intégrable, par rapport à la mesure mu, et l'IMINF majoré par G mu presque partout. Qu'est-ce que j'écris? C'est la liminf qui est majorée par la fonction intégrable G
mu presque partout sur x. On a donc que la fonction liminf, elle est intégrable sur x. Donc ça, normalement, c'est un théorème que vous avez vu en cours. Pardon, c'est des R-bar tout du long ici. Voilà. Normalement, ce truc-là est un théorème que vous avez démontré. En fait, on le démontre en se ramenant à une fonction g tilde qui est égale à g partout sauf sur f, et qui est égale à liminf de fn si on n'est pas sur grand F. Et cette fonction g tilde, en fait, elle majore liminf, elle majore liminf partout. Et du coup, si vous calculez liminf de fn plus et liminf de fn moins, vous pouvez majorer par g tilde. Et du coup, vous obtenez une majoration des intégrales supérieures qui vous permet de dire que liminf est bel et bien intégrable. Je vous ai mis les détails dans le corrigé, n'hésitez pas à aller le consulter si vous n'avez pas vu ce théorème en cours, ou si vous vous en rappelez plus. Mais c'est une chose utile à retenir que si vous avez une fonction mesurable, majorée mu presque partout en valeur absolue par une fonction intégrable positive, alors votre fonction, elle est elle-même intégrable, et en plus son intégrale est majorée par celle de g. Du coup, maintenant, on va vouloir montrer que si j'intègre liminf, ok, l'insertion 1 n'est pas ici, on va vouloir montrer que si j'intègre cette fonction dont je viens de montrer qu'elle était intégrable, liminf de fn, je vais vouloir montrer que ça c'est plus petit que la liminf de la suite intégrale sur x de fn. Donc c'est encore un théorème d'interversion des limites et des intégrales. Donc du coup, ce qu'on a déjà dit, c'est que la fonction in de x, elle est majorée elle aussi par g mu presque partout. Donc on en déduit, comme précédemment, on en déduit que in est intégrable pour chaque n. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que in est croissante et in converge vers la fonction liminf de fn. Donc ça, c'était les résultats de la question 1. Et liminf de fn, on vient de montrer qu'elle était elle-même intégrable. Sur xt par rapport à mu, et elle est à valeur dans R bar. Et de là, vous pouvez utiliser le théorème de convergence monotone que vous avez montré pour les fonctions intégrables. Donc c'était chez moi le théorème 5. Alors, voyons. 5.2 quelque chose, mais quel est ce quelque chose ? 5.2.1, tout simplement, donc le théorème de convergence monotone pour les fonctions intégrables. Là, c'est la version de ce théorème pour les fonctions
non pas positive, mesurable, mais intégrable. Ce théorème nous dit que l'intégrale sur x de la limite d'in des mu est égale à la limite de l'intégrale sur x des in des mu. Ok, étudions chacun de ces termes. Donc ce qu'on vient de dire, c'est que la limite de in, c'est justement la limite inférieure de la suite fn. Cette intégrale-là, c'est la limite de fn intégrée sur x par rapport à la mesure mu. Et maintenant, il va s'agir de majorer l'autre. Or, ce qu'on sait, c'est que pour tout n et pour tout x, in de x, c'est l'inf pour p plus grand que n des fp de x, donc en particulier, c'est plus petit que fn de x. Donc du coup, par croissance de l'intégrale, par monotonie de l'intégrale, l'intégrale sur grand X de in des mu, c'est plus petit que l'intégrale sur grand X de fn des mu. Et du coup, si vous avez une suite qui est plus grande que l'autre, la lim-inf de la plus petite est majorée par la lim-inf de la plus grande. Donc ici, intégrale sur x de in des mu, c'est une suite de réels. Elle a donc une limite inférieure dans R bar. Et puisque cette suite est majorée par la suite intégrale des Fn, cette limite inférieure est majorée par la limite inférieure de la suite intégrale de Fn sur x. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que la suite intégrale sur x de in des mu, elle converge. Puisque c'est une suite croissante. Du coup, en fait, la lim-inf ici, vous le savez, dans le cas d'une suite de réels qui convergent, la lim-inf est égale à la limite. Vous savez qu'une suite de réels qui convergent, elle a une seule valeur d'adhérence qui est égale à sa limite, et sa lim-inf est égale à sa lim-sup, est égale à sa limite. Donc en fait, ça, c'est juste la limite, quand n tend vers l'infini, de l'intégrale sur x de in des mu, et ça, vous n'allez pas me croire, c'est exactement le terme de droite de mon égalité ici, que je vais appeler étoile. Donc finalement, étoile donne la chose suivante. La limite de in, on a dit que c'était l'intégrale sur x de la limite de in, on a dit que c'était l'intégrale sur x de lim-inf de fn. Et d'un autre côté, on vient de dire que la limite de in des mu, de l'intégrale de in des mu, c'est plus petit que la lim-inf de la suite intégrale sur x de fn des mu. Et on obtient ainsi ce résultat. Donc, c'est un peu moins bien, on a envie de dire, que le théorème de convergence monotone, parce qu'on n'a pas une égalité entre l'intégrale de la lim-inf et la lim-inf de l'intégrale. Cela dit, le lemme de Fatou a en fait un champ d'application beaucoup plus large, parce que la convergence monotone ne s'applique, comme son nom l'indique, que pour les suites monotones, et c'est quand même pas la majorité. La plupart du temps, fn de x, c'est pas forcément une suite monotone, croissante ou décroissante. Et on sait même pas si fn de x converge. C'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser la lim-inf et la lim-sup à la place de la limite de fn. On n'est pas du tout sûr, pour une suite de fonctions quelconque, on n'est pas du tout sûr que fn de x, ça converge. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'une suite dans R bar, donc ça c'est quelque chose que vous avez dû apprendre l'année dernière, une suite dans R bar, elle a toujours une limite inf et une limite sup. Elle a toujours des valeurs d'adhérence dans R bar, la plus grande c'est la limite sup, la plus petite c'est la limite inf. Donc ça existe toujours. Et ça c'est un gros avantage de Fatou par rapport à Bepo-Lévy, que ça va marcher
pour n'importe quelle suite de fonctions, majorée par contre. Du coup, il y a cette hypothèse de majoration par une fonction intégrale. Et du coup, on n'a pas besoin que la suite fn elle-même converge. Et du coup, maintenant, pour obtenir le résultat symétrique sur la limite supérieure, en fait, il suffit d'appliquer le résultat qu'on vient de démontrer à la suite moins fn. Donc, appliquons le résultat de la question 4, le truc qu'on vient d'obtenir. Non pas à la suite fn, mais à la suite moins fn, qui du coup vérifie la même hypothèse. Pour tout n dans grand N, moins fn est intégrable, donc moins fn également est intégrable. Et mieux que ça, la valeur absolue de moins fn, c'est égal à la valeur absolue de fn c'est plus petit que g, mu presque partout. Donc on peut bel et bien appliquer le résultat de la question 4 à moins fn, puisqu'on vérifie bien les hypothèses de la première partie du théorème de Fatou. Et donc on applique directement le résultat. On a que l'intégrale sur x de la lim inf de moins fn c'est majoré, à la lim inf de l'intégrale sur x de moins fn du. Je vais appeler ça étoile étoile. Or, rappel de L2, si UN est une suite réelle, si vous vous en rappelez plus, vérifiez-le, hein, la lim inf de la suite moins UN, c'est égal à moins la lim sup de la suite UN. Du coup, en particulier, pour chaque x, la lim inf de moins fn de x, c'est moins la lim sup de fn de x. Et du coup, l'intégrale sur x de la fonction lim inf de moins fn, c'est pareil que l'intégrale sur x de la fonction lim sup de fn. Pardon. Donc ça, ce que je voulais dire, c'est que c'est le premier terme de l'égalité dans étoile étoile, il est en fait égal à ça. Et d'un autre côté, le deuxième terme, lim inf de l'intégrale sur x de moins fn, ben vous savez que l'intégrale est linéaire, on l'avait montré la dernière fois. Ça, c'est le théorème de pseudo-linéarité. On peut sortir le moins de l'intégrale, et du coup, ça nous donne la lim inf de la suite réelle moins intégrale sur x de fn du. Et du coup, si j'applique ce que j'ai écrit en bleu clair avec un, c'est intégrale sur x de fn des mu, ça me donne moins la lim sup de l'intégrale sur x de fn des mu. Donc étoile étoile. Ça me donne en fait
l'intégrale sur x de moins lim sup, et toujours par pseudo-linéarité, je peux sortir le moins d'ici, et ça me donne moins l'intégrale de lim sup de fn des mu, c'est égal à, c'est inférieur ou égal à moins la lim sup de l'intégrale sur x de fn des mu. Et là, je divise par moins 1 de chaque côté. Attention, ça change l'ordre de l'inégalité, et ça me laisse avec la lim sup de fn, son intégrale sur x par rapport à mu, c'est plus grand que la lim sup de la suite intégrale sur x de fn des mu. Et donc j'ai bien une inégalité similaire avec la lim sup qui présente les mêmes intérêts que que l'inégalité avec la lim inf. Donc j'espère que cette preuve du lemme de Fatou vous aura paru claire. Et sinon, comme toujours, n'hésitez pas à m'adresser vos questions, éventuellement par mail si vous en avez. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine fois.